Et donc, ensemble, dans cette vidéo, on va voir les bases. C'est comme une initiation à la logique propositionnelle classique. C'est, comme on l'a expliqué dans des vidéos sur une brève histoire des mathématiques, en anglant cela d'un point de vue logiciste, où on a démontré que l'idée du mathématicien était de capturer la notion de logiste de la métalangue, c'est-à-dire de la langue communément utilisée, pour la mettre sur le papier. Donc, c'est logique de la métalangue initialement développée par Aristote en jouant sur deux leviers, notamment la dialectique et la rhétorique, a été les premières bases de la logique. Et donc ici, aujourd'hui, on va présenter plus ou moins un côté formel de cela. Et donc, pour parler de logique propositionnelle, en abrégé LPC, il faut définir ce qu'on appelle système formel déductif. Donc, on va introduire cela d'un point de vue syntaxtique, dont c'est la syntaxe. Alors, c'est quoi un système formel déductif? C'est tout simplement un ensemble constitué de quatre éléments. Le tout premier, c'est l'alphabet. Là, on a un alphabet. Et l'alphabet, pensez à l'alphabet de la langue française avec des symboles de A à Z. Donc, on a des symboles. On peut aussi avoir des ponctuations, des parenthèses. On a des parenthèses, etc. Donc, ça dépend de la richesse du langage auquel, dont vous utilisez. Et donc, on a un alphabet. Après, il faut des règles de formation. Des règles de formation. Bien que nous ayons ces symboles-là qui constituent l'alphabet, il faut dire comment agencer ces symboles pour avoir plus ou moins du sens, plus ou moins des mots. Donc, c'est un peu comme des règles grammaticales et de conjugaison qui nous permettent de faire des phrases et même d'agencer ces phrases-là. Donc, ce sont des règles de formation. Donc, on a ces règles de formation qui vont nous donner des mots. Et donc, dans ce cadre bien précis, ça va être des formules bien formées, en abrégé WFF. Donc, ce sont des formules bien formées. Donc, après ça, on aura besoin d'un troisième élément, ce seront des actions. Donc, c'est parmi ces formules bien formées, on va aller sélectionner celle qui constituera des vérités acquises d'emblée, a priori, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on va se baser pour inférer d'autres résultats. Et après ça, il nous faut des règles de déduction, c'est-à-dire comment est-ce que on va pouvoir établir d'autres propositions à partir des actions, des règles de déduction. C'est-à-dire, c'est une relation, il nous dit que si on a une formule phi 1, phi 2 jusqu'à phi n, alors on peut déduire une formule psi. Donc voilà un peu de quoi est constitué un système formel déductif. Lorsqu'on dit on a un système formel déductif, d'un point de vue syntaxique, on fait recours à quatre éléments, l'alphabet, les règles de formation, les axiomes et les règles de déduction. Et donc, lorsqu'on a ça, ce système formel déductif, on pourra aussitôt définir ce qu'on entend par preuve. Donc, si S est un système formel déductif, alors c'est quoi une preuve? Donc, définition. Et donc, c'est ça qui est magnifique, c'est que bien de fois, on a utilisé la notion de preuve comme ça dans le langage, mais ici, on arrive à définir d'un point de vue formel ce qu'on entend par preuve.
Donc, en mathématiques, lorsque vous prouvez quelque chose, alors ça a un sens, ça a une syntaxe. Alors, c'est tout simplement quoi? Une preuve dans S est une liste, rien d'autre, c'est juste une liste ordonnée, finie. Donc, on voudrait bien que la preuve s'arrête quelque part parce que si quelqu'un se met à démontrer quelque chose et qu'il s'éternise là, on ne sera plus là pour voir la véracité de celle-ci. Peut-être notre petit fils pourra le voir, mais ce fera probablement trop tard. Or, moi, j'ai envie de voir cette preuve s'achever dans une liste ordonnée. Donc, ça a un sens, la notion d'ordre a ici un sens qu'on précisera. Finitude ici, c'est que ça doit s'arrêter. On doit pouvoir l'implémenter ça d'un point de vue algorithmique. Une liste ordonnée finie de WFF, de formules bien formées, qui sont soit des actions, et dans notre système contient des actions, dont on peut parler d'actions, soit des actions, soit des formules bien formées, soit des formules bien formées obtenues. La définition semble assez longue, mais on va la résumer. Obtenues comme étant des conséquences, elle est longue mais nécessaire, des conséquences directes, donc elles doivent directement découler des formules bien formées antérieures dans la liste. Dans la liste. Donc, en somme, c'est quoi? C'est quoi une preuve? Une preuve dans un système S déductif, c'est juste une liste. On va prendre une liste comme ça. Et à chacune des étapes, étape 1, étape 2, 3, 4, ainsi de suite, à l'étape N, on retrouvera des formules. Donc ici, on retrouvera soit des actions, et comme à la première étape, c'est toujours une action, il n'y a rien à faire. Et donc, à l'étape intermédiaire, ce qu'on nous dit, c'est que c'est soit une formule bien formée qui est directement la conséquence d'une formule précédente dans la liste. Donc, si ici, j'ai phi, alors ou bien phi i, c'est un axiome, ou bien c'est une formule qui est la conséquence directe des formules antérieures. Et donc, on peut se permettre de dire ça. Pourquoi? Parce qu'on a la règle de déduction. On s'est dit précédemment que si on a phi 1, phi 2, phi n des formules, il doit, dans le système formel déductif, avoir une règle de déduction nous permettant d'avoir psi. Après avoir défini la notion de preuve, il nous reste à définir ce qu'on appelle par théorème. C'est quoi un théorème? Alors ici, on va définir le théorème. Un théorème, et donc bien de fois, on utilise ce vocable-là, et peut-être on ne le comprend pas. Un théorème d'un système formel déductif est tout simplement une formule bien formée, apparaissant, une formule bien formée dans une preuve de S. Donc, c'est une formule qui apparaît tout simplement dans une preuve de S. Donc, on a dit une preuve de S, c'est une liste comme ça finie. I0, phi n, de formules qui soit un axiome, soit est une conséquence directe des formules antérieures dans la liste. Et donc, un théorème sera tout simplement un phi i. De sorte que si on a une proposition à prouver, alors il faudra dresser une liste ordonnée finie, L, ainsi de suite, ainsi, telle que la proposition dont on veut prouver soit la dernière formule de la liste. Et donc là, on dira qu'on a prouvé notre proposition et donc cette dernière formule sera un théorème. Et donc, si phi est un théorème,
ça veut dire que S prouve phi, et on note tout simplement S prouve phi, ce symbole-ci. Donc, si phi est une formule prouvable, c'est-à-dire telle qu'il existe une preuve de phi dans S, alors on note tout simplement S prouve phi. Alors, comme exemple de système formel déductif, on va tout simplement, comme exemple de système formel déductif, on va tout simplement prendre la logique propositionnelle classique. Et donc, exemple, alors on a la logique propositionnelle classique. Et là, il faut définir ce qu'on entend par alphabet dans ce cas. C'est quoi l'alphabet de la logique propositionnelle classique? Alors, l'alphabet de la logique propositionnelle classique est tout simplement constitué de petites lettres comme ça qu'on note P1, P2, P3, point, point, point. Théoriquement, c'est considéré comme un ensemble infini, euh, au plus dénombrable, mais en pratique, ça va toujours être un ensemble fini. On utilisera toujours un ensemble fini de petites lettres P1, P2, qu'on va appeler justement les lettres. Mais il nous faut aussi, ça c'est petit a des lettres, petit b, l'alphabet aussi constitué des symboles, on l'a dit. Il faut bien des symboles. Ici, on va faire recours au symbole de négation. Ça, c'est le symbole de négation pour nous permettre de nier. Il faut bien qu'on nie une proposition. On a le symbole d'implication, à ne pas confondre ceci à quelque chose qui, en son sein, traduit une cause à effet. Si on dit A implique B, c'est pas que A produit A était la cause de B. Il faut voir ça comme un contrat. C'est-à-dire, si on me donne A, nécessairement, on doit me donner B. Donc ça, c'est l'implication. Il nous faut des parenthèses fermantes et ouvrantes pour lever de l'ambiguïté lorsqu'on note certaines propositions, certaines formules. C'est très important, ces parenthèses. Le seul effet, c'est juste pour lever de l'ambiguïté et pour qu'il y ait une bonne compréhension dans les formules. Et donc, voilà plus ou moins de quoi est constitué notre alphabet. Après, il faut définir des règles de formation. Donc, avec cet alphabet, c'est quoi une formule? Alors, la première règle, c'est que toute variable, comme on l'a défini, propositionnelle, est une formule. Donc, on va dire c'est un mot. Hein. Si on se met dans la langue française, pensez au fait qu'on vous dise euh, une, une lettre est un mot. Ça paraît un peu déraisonnable, mais ça pourrait constituer une règle de formation. Donc, on peut dire J, c'est un mot, donc est une formule. Deux, comme on s'est donné des formules de base, on va dire ce sont des formules de base, des atomes de formules. Alors, on se dit si A et B sont des formules, alors A implique B est une formule. Le troisième, c'est si A est une formule, alors non A est une formule. Donc voilà vraiment
les règles de formation qu'on a, ces trois règles, c'est défini de façon inductive sur les formules atomiques. On se définit d'abord les formules de base, qui sont les variables proportionnelles. Ensuite, on se donne deux formules A et B. Et grâce au symbole d'implication, on peut fabriquer une formule qui est A implique B. Si j'ai A, donc c'est comme un contrat. Si tu me donnes A, je dois te donner B. Ça ne veut pas nécessairement dire que A cause B. Il n'y a pas une relation de cause à effet dans l'implication. C'est vraiment comme un contrat. Et ensuite, si j'ai A comme formule, alors la négation de A en est aussi une formule. Après avoir défini ces règles de formation, il nous faut naturellement des actions. C'est ce qu'on s'était dit. Dans la logique propositionnelle classique, quels sont les axiomes qu'on se donne? Alors, il y en a essentiellement trois. Les axiomes. Alors, on a L1 qu'on appelle l'affirmation du conséquent. C'est tout simplement A implique B implique A. L'affirmation du conséquent. Donc, on va prendre cette formule comme un théorème, c'est-à-dire notre langage LPC prouve a priori ceci. Donc, c'est acceptable dans notre système. On ne va pas démontrer ça, on va le prendre pour vrai. C'est l'affirmation du conséquent. L2, c'est l'autodistributivité. Autodistributivité de l'implication. Et donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit tout simplement que A implique B implique C, que tout ceci implique le fait que A lui-même implique B, qui implique, donc il y a une parenthèse ici, qui implique, ça continue là, A implique C. Donc c'est comme s'il y avait une distribution de l'implication. A implique B implique C, implique, entre parenthèses, la grande, A implique B, qui implique A implique C. Et le troisième axiome, c'est la contraposition, contraposition converse. Elle nous dit quoi? Elle nous dit tout simplement, elle nous dit simplement que non A implique non B, le tout implique B implique A. Alors en général, pourquoi on dit contraposition converse? En général, quand on veut montrer A implique B, on montre que non B implique A et ensuite on déduit que A implique non B. Alors en logique propositionnelle, c'est plutôt l'inverse. Ici, on parle de non A implique non B, implique B implique A. Pourquoi? Parce qu'il y a ceci d'intéressant que la négation de la négation de A, c'est encore A. Il y a une équivalence entre une double négation. Si on dit non A équivaut à A. Ça, c'est caractéristique de LPC. C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours hein, en logique intuitionniste ou bien dans les logiques plus faibles. Ceci est très fort. Alors, on n'a pas nécessairement que non A équivaut à A. Donc, il faut vraiment se méfier de ça. Donc, voilà les trois actions. Et enfin, la règle de déduction, ce n'est rien d'autre que le modus ponens, en abrégé MP. C'est si on a A et A implique B, alors on peut déduire B. Donc, voilà de quoi est constituée la logique propositionnelle classique d'un point de vue formel. Ça nous permet de capturer des propositions. Par exemple, si je vous donne une proposition qui est si demain il pleut, alors je sortirai avec ma voiture, ça c'est une proposition.
on peut, d'une proposition du métalangage, on peut capturer ça d'un point de vue formel à une formule dans le langage mathématique qui constituera la logique propositionnelle classique. Mais ce qui est intéressant dans ce premier cours, c'est de vous montrer comment on peut prouver un théorème. Et donc, c'est la suite. C'est comment est-ce que, avec les notions qu'on vient de définir, de preuves et de théorèmes, on peut effectivement prouver quelque chose. Comment on utilise ces actions. Donc, le théorème qu'on donne, qu'on énonce, le voici. C'est que si je prends P, une proposition ou une formule, proposition et une formule, c'est la même chose. Et on a défini c'est quoi une formule bien formée, de LPC, de la logique propositionnelle classique. Alors on a LPC qui prouve P implique P. Donc dans un système formel déductif, en l'occurrence LPC, alors P implique toujours P. Alors ça paraît assez évident, mais on va prouver ça. On va prouver ça. Et comment on prouve ça? Preuve. Donc, comme la preuve est définie ici dans le système formel, je préfère mettre démonstration. Alors, démonstration, c'est quoi une preuve? C'est juste une liste finie, bien ordonnée, de formules qui sont soit une action, soit une formule qui soit une conséquence directe des formules antérieures dans la liste. Donc, premièrement, première étape, je commence par l'axiome, par L2, l'autodistributivité de l'implication. L1, je dis implique P implique P implique P. Donc, voici, figurez-vous, ça c'est comme A, B et C. Donc, en général, dans les preuves, c'est le bon choix des formules qu'on doit prendre. Donc, ici, mon A c'est P, mon B c'est P implique P, mon C c'est D. Donc, autodistributivité, ceci implique quoi? Ceci implique P implique P implique P, qui lui-même implique quoi? Implique P implique P. Donc, il y a une grande parenthèse là. Et donc, la deuxième étape, je peux utiliser L1. Donc, ça, c'est L2. Deuxième étape, L1, ça nous dit quoi? C'est l'affirmation du conséquent. Donc, c'est P implique P implique P. Donc, l'affirmation du conséquent. Ça, c'est L1. Maintenant, L2, c'est ici qu'on va utiliser le modus ponens de L1 et L2. Donc, le modus ponens, c'est quoi? Si on a A et A implique B, alors on peut déduire B. Donc, voici mon A, voici mon B, et tout ça, c'est voici A implique B, et je peux faire le modus ponens pour déduire quoi? Pour déduire ce B. On dit que P implique P, implique P implique P. Donc, ça, c'est modus ponens de 1 et 2. Donc, pour obtenir l'étape 3, on fait le modus ponens de l'étape 1 et de l'étape 2. Et à l'étape 4, qu'est-ce que je fais? Alors, je peux utiliser L1 qui nous dit quoi? C'est l'affirmation du conséquent. P implique P implique P. Donc, ça, c'est L1. À l'étape 5, je peux faire le modus ponens de l'étape 4 et de l'étape 3. Donc, voici A implique B. Voici A, je peux déduire B. Donc, je peux déduire P implique P. Donc, ça, c'est le modus ponens de 4 et 3. Et donc, j'ai terminé. J'ai constitué une liste finie de 1 à 5 de formules qui sont soit euh, un axiome, donc soit L1, L2 ou L3 de la logique propositionnelle classique, soit, en l'occurrence L3 ici, c'est une conséquence directe des formules antérieures dans la liste. Donc, pour obtenir L3, ça a été toujours, grâce à ma règle de déduction, au modus ponens, une conséquence directe de L1 et de L3. Et à la fin de ma liste, j'ai ma proposition. D'où LPC prouve P implique P.